Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Amir Reza Tofighi. Bonjour. Bonjour. Président de la CPME, merci d'être avec nous sur Boursorama. Est-ce que, je vous ai écouté le sujet juste avant, est-ce que vous êtes inquiet après cette annonce par Trump de taxes à 200% sur les vins et champagnes français, sur les boissons alcoolisées, et c'est la France qui est visée? Bien sûr. Alors, inquiet déjà parce qu'on voit bien les conséquences du protectionnisme et lorsqu'on commence à mettre le doigt dedans, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en gros, il y a des taxes, puis une réponse, puis une autre réponse, et à la fin, en fait, c'est un peu... 25, 50, 200. Voilà. Et donc, le prochain va être encore plus élevé. Et surtout, c'est des activités françaises et une filière d'activité qui est importante pour la France. Donc oui, on est très inquiet. Maintenant, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que l'Europe ne doit pas être naïve. On a aujourd'hui un président américain qui raisonne avant tout pour les États-Unis avec sa méthode de pensée, mais surtout qui est dans cette logique de rapport de force et de faire des deals. En gros, le rapport de force pour avoir le deal qui lui convient. L'Europe, elle doit être forte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle doit, ne pas être naïve et réagir vite. Et en faisant quoi? Il faut qu'on n'est pas naïf et qu'on réagit vite. Malheureusement. On dit le quoi avec réagir vite, malheureusement, et encore une fois, c'est lié à l'inertie des N7. Hein, mais l'Europe aujourd'hui arrive à prendre des mesures pour réagir vite, mais elle doit justement, et c'est là le problème, c'est que ça va être taxe contre taxe, et c'est ça, il est là en fait le problème de ce protectionnisme, c'est qu'il va engendrer d'autres taxes, ils vont engendrer d'autres taxes. Donc, mais il faut créer le rapport de force, pour que justement on puisse négocier avec les Américains, pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et en parallèle, il faut défendre ces secteurs d'activité. Parler des vins et des spiritueux. Que 200% de taxes, ça revient à interdire complètement les boissons alcoolisées françaises du marché américain, ça revient à tuer la filière française. C'est pour ça qu'il faut la défendre en parallèle des mesures qui seront prises par l'Europe et qui devront être du même acabit. Alors sinon, il faut, dans l'actualité, qu'on parle, Amir Reza Tofighi, de cette nouvelle réunion d'hier, du conclave qui s'est tenu entre partenaires sociaux. Quel était le sujet du jour? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors, les deux sujets du jour hier étaient le taux d'emploi des seniors. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut l'augmenter, je veux dire. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut l'augmenter. Et les carrières longues. Donc, le taux d'emploi des seniors. Très concrètement, aujourd'hui, on a le meilleur taux d'emploi... 55-59 ans. Exactement. Mais ensuite, on voit bien que pour des personnes qui sont au chômage à cet âge-là, c'est très compliqué pour aller trouver du travail. Et donc, on a finalement, pour certains, une exclusion du marché du travail à partir d'un certain âge. Et donc, en effet, si on parle d'augmenter l'âge légal, ou en tout cas, à travers les différentes réformes qu'il y a eu, il faut bien évidemment s'assurer que les personnes qui ont cet âge-là puissent facilement trouver du travail. Et ça, ce sont les entreprises, dans ces cas-là, qui doivent conserver ou embaucher des plus de 60 ans. Alors oui, mais aujourd'hui, par exemple, on a au sein de l'UNEDIC une filière senior. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, lorsqu'on est au chômage, on peut avoir son indemnité jusqu'à la fin jusqu'à son départ à la retraite. Donc ça, c'est des mécanismes qui ne favorisent pas forcément le retour à l'emploi. Et parfois aussi, certaines entreprises ont pu, avec les salariés, entre guillemets, profiter de l'UNEDIC pour, est-ce que ce soit on va dire des fins de carrière payées par l'UNEDIC. Par l'assurance chômage. Exactement. Donc tout ça, en fait, il faut voir comment on peut, on va dire, rendre plus incitatif le fait d'embaucher une personne qui, par exemple, a 60 ans ou 61 ans, à travers, par exemple, un CDI senior qui permettrait d'avoir des exonérations de charges, si l'entreprise garde la personne jusqu'à la fin de sa carrière. Les syndicats sont d'accord sur un CDI senior? Lors de la dernière négociation qu'on avait eue sur l'emploi des seniors, qui avait lieu il y a quelques mois, on avait validé tous ensemble le fait de lancer la réflexion en 2026. Donc là, on dit peut-être qu'il faut la lancer avant, et peut-être qu'il faut réussir à trouver un accord avant. Sur BFM, cette semaine, vous avez déclaré avoir confiance sur le fait de trouver un accord avec les partenaires sociaux, enfin entre partenaires sociaux, mais patronat syndicat, sur quoi vous pourrez vous mettre d'accord? Les positions sont tellement éloignées, vous discutez depuis tellement d'années sans résultat. Moi, je pense que le point le plus important aujourd'hui, c'est que il faut que nous, partenaires sociaux, on accepte de prendre la responsabilité de gérer le régime général du privé. Comme vous le faites sur le régime complémentaire du privé. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui... L'État est d'accord là-dessus? Je pense que l'État, si nous on est d'accord, l'État serait d'accord. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère ce système. Exactement. En fait, pour expliquer, aujourd'hui, dans le privé, on a le régime général, et après, il y a des complémentaires. Les complémentaires sont gérés par les partenaires sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée, mais l'Agirc-Arrco, qui est le complémentaire, a plus de 90 milliards aujourd'hui de réserves. On a des excédents. Cette année, on était bénéficiaires. Ça a été bien géré par les partenaires sociaux. C'est très bien géré par les partenaires sociaux. Parce qu'on s'applique des règles
de pilotage. Ça veut dire qu'on doit avoir un équilibre, on ne peut pas avoir de la dette, on doit avoir un équilibre, et donc forcément, on s'applique des règles de bonne gestion. Et donc vous ajustez le système, les paramètres Exactement. au fil de l'eau. Tout à fait. Et donc pour le régime général, qu'est-ce qui se passe? On a un sujet qui à chaque fois devient politique. Ça veut dire qu'au lieu que ce soit un régime qui se pilote avec différents paramètres qu'on adapte en permanence pour s'assurer que le régime est équilibré, et prend en compte le vieillissement démographique. Et prend en compte le vieillissement démographique, prend en compte l'augmentation du taux d'emploi potentiellement qui donne plus de recettes. Voilà, c'est un ensemble de paramètres qui permettent d'équilibrer le système. À chaque fois, tous les 4, 5, 8 ans, il faut changer tous les paramètres parce que on voit bien que le modèle ne tient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un sujet politique. Ça devient un sujet qui provoque beaucoup de crispation au sein de la société. Et ça devient un sujet qui peut même faire tomber des gouvernements, mais qui en tout cas ne trouve pas de consensus. Nous, ce qu'on dit, c'est donnez-nous les clés du régime général du privé. Tous les syndicats et les patronats, vous êtes d'accord là-dessus? Je ne dis pas que tout le monde est d'accord. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord pour gérer le... Les positions n'ont pas encore été toutes, on va dire, annoncées, mais côté patronal, c'est plutôt une position qui est partagée. Et côté syndicat de salariés, certains sont plutôt qui est pour, qui est contre alors? A priori, ça ne vous engage pas, hein? Non, mais je dirais que... Non, mais côté syndicat de salariés, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment dit leur position, mais je pense qu'ils ne seraient pas contre. Et concrètement, on aurait une règle d'or. On s'interdit de faire des déficits. On s'interdit. Ça veut dire que les 350 milliards de déficits cumulés qui vont arriver dans les 20 prochaines années, c'est la Cour des comptes qui le dit, 350 milliards sur le régime général du privé, c'est à nous, partenaires sociaux, de le gérer. Et là, on sera au rendez-vous de l'histoire. Là, on sera au rendez-vous, nous, en tant que partenaires sociaux, d'une réforme qui permettra, sur ce socle de notre protection sociale, de répondre... Il y est favorable, le gouvernement? Oui, je pense qu'il est favorable. Je pense que vous êtes favorable à ce que ce soit les partenaires sociaux qui gèrent le système des retraites? Du privé. Du privé. Tout à fait. Et je pense que si nous, partenaires sociaux, on signe un accord, le gouvernement sera très content de nous donner les clés du régime général. Pour filer la patate chaude. Ouais, mais c'est pas une patate chaude, c'est une question de responsabilité. Comment nous, on peut critiquer en permanence les politiques si nous, on n'est pas capable de prendre ces responsabilités-là? Vous l'avez fait sur les régimes complémentaires. Vous avez dit, j'étais surpris, certes sous condition, hein, que la question, vous étiez ouvert, vous étiez prêt à étudier en tout cas la question d'un retour en arrière sur la retraite à 64 ans. C'est conditionné à quoi? Parce que ce n'est pas la position qu'on attend de la CPM, qu'on imagine. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'aujourd'hui, on avait, sur la question de l'âge, une crispation très forte qui est venue de la réforme des retraites. Et puis les Français veulent, à 70%, revenir en arrière. Ok. Moi, maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis que ce sujet de l'âge ne doit plus être un sujet politique. Il doit être un sujet technique, c'est-à-dire un sujet qui se règle en permanence en fonction de l'espérance de vie, en fonction de l'équilibre. L'espérance de vie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 25% des pays de l'Union européenne qui ont indexé l'âge légal de départ en fonction de l'espérance de vie. Très concrètement, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, moi, le 64 ans, si ce sujet est si crispant que ça, pourquoi pas? Je n'ai pas dit revenir à 62 ans, je n'ai pas dit ça. J'ai dit pourquoi pas revoir la règle de l'âge en disant que maintenant, il est indexé sur l'espérance de vie. Et peut-être que le point de départ, il ne sera pas à 64. Peut-être qu'il sera un petit peu avant. Mais ensuite, il est indexé sur l'espérance de vie. Donc, si on gagne un mois d'espérance de vie... disons par exemple qu'on pourrait considérer que 3/4 des gains d'espérance de vie vont dans le travail et 1/4 à la retraite. Donc, on gagne 1 an d'espérance de vie, on travaille 9 mois de plus, on a 3 mois de retraite. Et ils en pensent quoi, les copains, là, des autres syndicats? Je pense que... non, mais ils en pensent que c'est une bonne idée, sûrement. En tout cas, j'ai pas eu... Il y a différentes sensibilités côté syndicat de salariés, mais il y a toutes les sensibilités. Voilà. Certains disent que... Ils veulent revenir en arrière. Quand on écoute les syndicats, pardon, ils veulent revenir sur les 64 ans. C'est clair. Oui, mais en fait, il faut être conscient de quelque chose quand même. Un régime de retraite qui n'est pas équilibré, qui provoque 350 milliards de déficit en 20 ans, c'est 350 milliards d'euros de dettes pour nos petits-enfants pour financer nos retraités d'aujourd'hui. Il n'y a aucune dette qui est plus immorale que celle-là. Au lieu d'investir dans la protection militaire de notre pays, au lieu d'investir sur la transition écologique, au lieu d'investir sur la transition numérique, on est en train d'investir pour financer nos retraités d'aujourd'hui et c'est une dette qu'on va donner à nos petits-enfants au lieu de leur donner un pays sur lequel on a réinvesti. C'est une dette, c'est une honte cette dette-là. Donc oui, moi je pense qu'il faut à un moment donné avoir un vrai débat réaliste, pragmatique et qu'on puisse prendre des vraies décisions.
Amir Rezat Ofigui, pour sauver le régime de retraite, la CPME propose de travailler, enfin de passer en tout cas 36 heures de travail par semaine. Cette petite heure, en plus, servirait notamment à financer le système des retraites. Pareil, pourquoi pas, mais qu'en disent la CGT, la CFDT, vous n'êtes pas seul autour de la table. Écoutez, la CGT, ils disent qu'il faut travailler 30 heures par semaine et partir à la retraite. C'est pas 32 heures? Ça dépend de leur humeur, mais 30 heures ou 32 et partir à la retraite à 60 ans. Donc vous imaginez bien que quand on leur parle de travailler 1 heure de plus par semaine, pour eux c'est la révolution. Mais très concrètement, cette 36e heure, en quoi elle correspond? L'idée c'est de dire qu'on va créer une 3e brique dans la retraite. Donc tout à l'heure on parlait du régime général du privé, on parlait des complémentaires, et là on va rajouter une brique de capitalisation. La capitalisation, c'est quoi? C'est chacun. C'est la roulette russe, vous a dit Sophie Binet quand on a parlé, quand on était ensemble sur BFM. Non, mais ça montre qu'elle ne connaît pas très bien le système. Aujourd'hui, parce qu'elle oublie que, chez les fonctionnaires, il y a de la capitalisation, que ça marche très bien. Il suffit de regarder dans les pays à côté, ça marche très très bien. En fait, en gros, c'est quoi? C'est de dire qu'on crée un fonds de capitalisation où chacun contribue pour lui-même. Ce n'est pas pour les retraités d'aujourd'hui, c'est les actifs d'aujourd'hui qui cotisent pour les retraités eux-mêmes, donc de demain. Et donc, cette heure de travail, elle n'est pas payée directement à la personne, elle est mise sur son compte personnel qui est capitalisé. Et ce compte personnel qui est capitalisé, lorsque la personne partira à la retraite, ça lui permettra d'avoir un complément de retraite. On ne veut pas remplacer le système de retraite par répartition, on veut le compléter. 1 heure de retraite, 1 heure de travail de plus par semaine, qui n'est pas payée directement, mais qui est payée en différé, donc à la fin, c'est 2 à 3 ans de salaire en plus, une fois qu'on part à la retraite, et qui permettent justement de compléter notre retraite individuelle. Ça, par exemple, c'est une façon de permettre demain de ne pas avoir des retraités pauvres parce que le système de retraite par répartition ne suffira plus. Ouais. Après, quand j'écoute la CFDT, qui est le syndicat le plus réformiste, il nous parle d'un régime de retraite à la carte. Je n'ai pas bien compris, c'est quoi un régime de retraite à la carte? Vous leur avez demandé? Je ne l'ai pas encore reçu là, elle est venue nous voir il y a quelques mois. Non mais je pense que l'idée de la CFDT, et ça revient un peu à tout ce qui était la réforme de la retraite à points, c'est de dire qu'il faut qu'un salarié puisse partir potentiellement à l'âge qu'il veut et de pouvoir en fait choisir un peu en fonction de son âge de départ la pension qu'il aura. Je pense que c'est vers ça que peut-être la CFDT voulait dire, mais je ne connais pas exactement la position de la CFDT par rapport à ça. Bon, et après il y a évidemment le télescopage avec l'actualité, avec cet effort de guerre souhaité par les Européens suite à l'évolution de ce qui se passe en Ukraine et du désengagement américain. Pour pouvoir financer cet effort de retraite, vous dites qu'il faut travailler plus. Mais travailler plus, comment dire, en partant plus tard à la retraite ou travailler plus encore une fois dans l'année avec une heure de plus par semaine? Moi, qu'est-ce que je dis en fait tout simplement? C'est que si on veut pouvoir financer l'effort de guerre, il faut avoir les moyens de financer l'effort de guerre. Et en gros, aujourd'hui, on a une dette importante. On parlait des retraites, mais il n'y a pas que les retraites. Aujourd'hui, on a une dette importante. Et pour que notre dette diminue, il faut travailler plus. Travailler plus, ce n'est pas pour financer l'effort de guerre. Travailler plus, c'est pour que notre pays n'ait pas cette dette-là et puisse ensuite financer l'effort de guerre. En fait, c'est très simple. On a un modèle social aujourd'hui. Soit on paye plus de cotisations, les salariés et les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. On a des salariés qui ont un pouvoir d'achat qui diminuerait si on chargerait plus. Donc en gros, aujourd'hui, on dit, si on ne veut pas augmenter les cotisations sur les salariés et les employeurs, si on ne veut pas diminuer la prise en charge au niveau de notre modèle social. Donc ça veut dire diminuer les pensions de retraite, diminuer la prise en charge des personnes qui sont malades. Si on ne veut pas diminuer, il n'y a pas de magie. La troisième solution, c'est créer de la valeur. Et donc pour créer de la valeur, il faut travailler plus. Travailler plus permet de mieux... Mais qui doit travailler plus? Tout le monde doit travailler plus. Et moi je travaille beaucoup déjà, on travaille tous beaucoup. Mais vous savez, on n'a jamais aussi peu travaillé. Si on reprend un peu de prise de hauteur, si on regarde un peu dans l'histoire, on n'a jamais aussi peu travaillé qu'aujourd'hui. Si on reprend un peu d'historique. Donc bien évidemment qu'on a toujours le sentiment qu'on travaille beaucoup. Et c'est vrai, aujourd'hui, je ne dis pas que les gens ne travaillent pas, mais je dis qu'on travaille moins qu'avant et on a des besoins très importants. On parle aujourd'hui beaucoup de la protection militaire, mais la transition environnementale est un sujet qui va coûter beaucoup d'argent. C'est des investissements à faire. Notre modèle social nous coûte de plus en plus cher. La transition démographique aujourd'hui avec le vieillissement de la population, c'est des choses qui vont coûter de l'argent. Donc il n'y a pas de magie aujourd'hui. Il faut travailler plus. Non, on peut augmenter les impôts, nous a dit la CFDT, pour financer cet effort militaire. Oui, bah écoutez, si la CFDT souhaite que les salariés gagnent moins d'argent et que les impôts augmentent,
Moi, je ne sais pas. Moi je défends les chefs d'entreprise, mais je défends aussi les salariés qui travaillent dans nos chefs d'entreprise. Et moi, je n'ai pas envie que ces salariés-là gagnent moins d'argent parce qu'on leur prendra plus de cotisations. Amir Rezatofighi, juste un petit moment de se quitter. 60 000 patrons se sont retrouvés au chômage en 2024. C'est un niveau record. Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme? Déjà, ça traduit peut-être la morosité de l'économie française, évidemment, mais la stabilité politique, on l'a largement commenté. Mais voilà, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Évidemment, il y a plus de salariés qui ont perdu leur job que des patrons, mais c'est d'un niveau record. Hein. C'est du jamais vu. Enfin, depuis que c'est mesuré, donc depuis 2015. Ouais. Alors oui, vous avez raison, c'est un niveau record. C'est 160 personnes par jour. Et oui, vous avez raison, il y a plus de salariés qui ont perdu leur emploi. Mais comme vous le dites, un chef d'entreprise qui ferme son entreprise, c'est derrière beaucoup de salariés qui perdent également leur emploi. On a quand même beaucoup de ces entreprises qui étaient des entreprises qui étaient matures. Ça veut dire plus de 10 ans avec beaucoup de salariés. Si on prend le nombre de faillites d'entreprises de plus de 50 salariés, ça a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire dans tout ça? C'est qu'aujourd'hui, la situation économique n'est pas bonne. Il y a beaucoup de dirigeants qui ferment leur entreprise. Et donc, on voit bien que on a besoin de signaux politiques forts. On a besoin de sentir que les politiques vont encourager, vont soutenir l'économie dans le prochain budget. Je vous dis ça parce qu'on sort d'une crise. Le Covid, l'Ukraine, l'inflation sur les prix, l'inflation globale et les prix de l'électricité. Et donc aujourd'hui, si on veut que nos entreprises puissent passer le cap, il faut absolument sortir de ces 9 derniers mois. On a eu un débat politique qui était lunaire. On a eu l'impression qu'on revenait sur toute la politique de l'offre, qu'on était en train de retourner dans la lutte des classes, qu'on était en train de nous redire que les entreprises étaient mal et qu'il fallait toujours prélever plus. Il faut que les messages soient les bons. Il faut que les politiques fassent un budget 2026 où le sujet de la dette, qui est un sujet majeur pour notre pays et qui est un sujet majeur pour nos entreprises, parce qu'on voit bien que lorsque les efforts ne sont pas faits, c'est à la fin les entreprises qui payent. Et bien il faut que ce sujet-là, de la dette, du budget 2026, soit un sujet sur lequel les politiques auront du courage. Et nous, entrepreneurs, nous, entreprises, on sera au rendez-vous pour que notre économie se relance. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Amir Rezatofighi, patron, président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.